qui gère également un fonds. Donc, ces deux organisations sont le Fonds pour les femmes congolaises, qui est basé en République démocratique du Congo, ainsi que l'initiative Pananetu Gris pour le bien-être de la femme, basée au Burkina Faso, qui ont donc fait une recherche pour comprendre quelles sont les opportunités de la philanthropie communautaire en Afrique francophone. Donc, c'est avec ces deux pays que nous allons essayer un peu de comprendre quelles sont les dynamiques, quels sont les acteurs et quels sont les sujets qui intéressent ceux qui donnent dans la philanthropie communautaire. Et j'espère qu'à partir des exemples de ces deux pays, nous autres qui sommes en Afrique francophone et même au-delà de l'Afrique francophone, pourquoi pas, nous pourrons donc tirer des leçons que nous pourrons également appliquer et intégrer dans notre travail dans tous les pays où nous sommes. Alors, notre programme aujourd'hui, je pense que vous voyez tous mon écran. Notre programme aujourd'hui s'articule autour de trois thématiques. D'abord, en premier, nous allons d'abord essayer de comprendre c'est quoi la philanthropie communautaire. En quoi est-ce qu'elle est différente des autres philanthropies que nous connaissons et qui sont également présentes dans nos différents pays, en Afrique francophone, mais également en dehors de l'Afrique francophone. Alors, en deuxième lieu, nous allons maintenant donner la parole à ces deux organisations dont je vous ai parlé et qui ont fait une recherche dans deux pays francophones, un pays de l'Afrique de l'Ouest, un autre de l'Afrique centrale. Et donc, ils vont nous permettre d'avoir réellement du concret sur cette question de philanthropie communautaire et comment est-ce que cette philanthropie communautaire peut changer la dynamique de pouvoir dans nos pays. Et pour la troisième partie, nous allons... Je sens que nous avons quelques problèmes de traduction, n'est-ce pas? Donc, nous allons le régler pendant que nous continuons la réunion. Je vois que Cathy Piper a soulevé la main. Cathy? Il y a Cathy qui avait levé la main. Je pense qu'elle avait une question. Vous pouvez également écrire vos questions dans le chat. Mes collègues qui sont avec moi sur cette conversation vont nous aider à répondre aux différentes questions que nous recevons dans le chat. Donc, je disais, nous aurons trois parties. La première partie, tous ensemble, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la philanthropie communautaire, en quoi est-ce qu'elle est différente des autres philanthropies que nous connaissons déjà. En deuxième lieu, nous allons donner la parole aux deux organisations, le Fonds pour les femmes congolaises ainsi que l'initiative Pananetu Gris pour le bien-être de la femme, pour nous parler de leurs recherches, des résultats de leurs recherches. Et c'est à partir de là que nous allons échanger sur les défis, mais aussi les opportunités qu'on trouve dans cette philanthropie communautaire en Afrique francophone. Et puis, en troisième lieu, nous allons essayer de connecter ces connaissances que nous avons prises dans deux pays d'Afrique francophone et voir comment est-ce qu'elles se connectent un peu plus largement à des conversations mondiales. Donc, voilà un peu notre programme d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vous donne la parole rapidement. Est-ce qu'il y a des courageux, des courageuses parmi nous qui peuvent nous dire pour eux qu'est-ce que la philanthropie communautaire? Bien sûr, nous n'avons pas besoin de définition du dictionnaire. Vous pouvez donner un exemple, vous pouvez donner un mot, vous pouvez nous décrire une situation pour nous dire que dans cette situation, nous avons besoin de la philanthropie communautaire. Donc, à vous la parole. Vous pouvez lever la main. Vous pouvez ouvrir votre vidéo pour que nous puissions vous voir en train de lever la main ou juste écrire dans le chat. Pour vous, c'est quoi la philanthropie communautaire? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Et qu'est-ce qu'elle ne peut pas être?
Oui. Y a-t-il des personnes courageuses, des personnes qui veulent partager avec nous ce qu'ils pensent de la philanthropie communautaire? Ne soyez surtout pas timides. Nous avons prévu que ce Zoom soit vraiment très participatif. On va vous poser des questions. Vous allez avoir également la possibilité de poser des questions à nos panélistes. Mais pour commencer, nous faisons une sorte de remue-ménage, une sorte de brainstorming pour savoir déjà qu'est-ce que ce mot de philanthropie communautaire nous évoque. Peut-être que je vais choisir des gens, hein, parce que Gisèle Kambessa, vous avez levé la main? Non? Ah, c'est votre doigt que je vois, mais vous n'avez pas levé la main. Ah oui, Huguetou Kadisso, vous avez la parole. Vous avez levé la main. Alors, Huguetou, pour vous, c'est quoi l'entropie Bonjour communautaire? Françoise. Bonjour. Bonjour à tous. Excusez-moi de prendre la parole. Donc, j'ai juste voulu casser un peu l'ambiance en tant que co-host. Donc, je n'ai pas une définition à partager qui soit la mienne. Je voulais juste soulever quelques mots qui sortent d'un rapport qui a été partagé par nos collègues de Global Fund for Community Foundation, où ils ont en fait mentionné que, je cite, la philanthropie communautaire se rapporte à diverses conceptions de la philanthropie, notamment à la philanthropie de base, la philanthropie engagée, la philanthropie participative, la philanthropie horizontale ou juste la philanthropie pour la justice sociale. Encore la philanthropie autochtone, axée sur les lieux et la philanthropie de coproduction. Donc, ceci étaient quelques notions que j'ai voulu partager avec les participants, espérant que ça peut aider et aussi attirer les autres à juste ouvrir les micros et partager aussi ce qu'ils pensent de la philanthropie communautaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Huguetou. Oui, donc nous avons compris que la philanthropie communautaire peut être beaucoup de choses. Ça peut être engagée, communicative, participative pour la justice sociale. Mais est-ce que nous avons quelque chose de concret qui peut nous montrer la différence entre cette philanthropie communautaire et les autres philanthropies que nous connaissons? Y a-t-il des courageuses, des courageux parmi nous qui veulent se jeter à l'eau? Françoise, il y a quelques contributions au niveau du chat. Au niveau du chat, oui, je vais regarder rapidement. Donc, au niveau du chat, nous avons Gladys qui nous dit que la philanthropie communautaire, c'est donné pour le bien de la communauté par la communauté elle-même. Alors, je suis en train de regarder rapidement. Avec des ressources disponibles localement. Cela peut être organisé pour différentes causes. Ça, c'est Gladys qui nous le dit. Je vois Draman, c'est plutôt Aude qui dit c'est la philanthropie communautaire, c'est mobiliser des ressources dans la communauté pour construire une résilience et des sociétés durables. Je vois Lénie qui nous dit donner en soutien à sa communauté ou des membres de sa communauté, c'est très bien. Nous voyons que cette idée de... Est-ce que vous pouvez m'aider à couper le son Je viens de le faire. Donc, je disais que nous voyons que cette idée de la communauté qui mobilise ses propres ressources pour les problèmes qu'elle trouve dans sa propre communauté revient. Cathy Piper nous dit c'est donné pour et par la communauté en utilisant des ressources locales. Je vois également Martienne qui dit
La philanthropie communautaire, je pense, est une forme de générosité basée sur les modes de partage culturel au sein d'une communauté et permet, je suis en train de perdre, OK. Donc, la philanthropie communautaire, selon Martienne, je pense, est une forme de générosité basée sur le mode de partage culturel au sein d'une communauté et qui permet d'unir des forces pour répondre à une aspiration. Donc, Martienne nous ajoute cette idée de baser sur des principes culturels. Je pense que j'ai lu la plupart des contributions. Il y a Emmanuel en RDC qui dit la philanthropie, c'est une pratique d'échange, d'entraide, de solidarité et de développement pour le bien-être de la communauté. Et puis, Emmanuela qui dit la philanthropie, c'est une pratique d'échange, d'aide mutuelle, de solidarité et de développement pour le bien-être de la communauté. Donc, voilà un peu les différentes définitions que vous avez données. Ogo rajoute également que la philanthropie communautaire implique des membres de la communauté qui travaillent ensemble et qui prennent les ressources pour adresser les défis de la communauté. Donc, il y a cette idée de la communauté qui travaille, qui unit ses forces, qui unit ses ressources pour régler, pour gérer les problèmes de sa communauté, afin que la communauté puisse être résiliente, qu'elle puisse aller de l'avant, si je peux dire ainsi. Donc, voilà un peu toutes les définitions que vous avez données. Et maintenant, moi, je vais donner la parole. Je vais donner la parole à Jenny Hodgson. Jenny Hodgson, c'est la directrice du Fonds mondial pour les fondations communautaires. Elle a travaillé longtemps sur ces sujets. Elle a soutenu la création, le développement ainsi que le renforcement de certaines fondations communautaires qui existent à travers le monde. Et c'est vraiment une voix importante sur ces questions. Et donc, nous allons donner la parole à Jenny Hodgson qui va nous dire en quelques mots c'est que le Fonds mondial pour les fondations communautaires pense, comment est-ce que ce fonds définit la philanthropie communautaire. Jenny, vous avez la parole. Thank you, Françoise. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Moi, je vais parler en anglais. Alors, pour la traduction, vous pouvez cliquer sur le cercle en bas de l'écran pour le français, OK? I'm going to speak in English. So I'm going to share 4 very quick slides with you. I will be very brief because we really want to get onto the stories from Burkina and from DRC. So this picture describes the problem that we've been trying to look at with the Global Fund for Community Foundations in looking at community philanthropy in the context of development aid. It's in French, but I will, for non-French speakers, I'll translate this idea that there's a lot of money available, that bag of money in the middle for development work, but it seems somehow inaccessible. And at the same time, we're seeing growing inequality around the world. Oh, I think somebody's got there. If somebody could mute. Growing inequality, a lot of money in the world is held in the hands of a very small 1% elite. A sense that the aid industry is failing to reach communities around the world. And this startling statistic, which says that less than 2% of funding for humanitarian aid goes directly to organizations in the global south. So this is the context in which we've been looking at community philanthropy, is that the current system isn't working.
so we have a system that looks like this: donor funding, which is not accessible to people who are kept outside all those walls and fences. Ordinary people end up being numbers or statistics, the community, the beneficiaries, but they're not able to access resources themselves. And that the development system has created an entire industry of intermediaries and NGOs who all take their share of the resources, and very little gets through to grassroots. So community philanthropy is based on the idea that all communities, as many of you said already in the chat, all communities have resources and assets of one kind or another. And that could include money. It could include abilities, connections, relationships, but most importantly of all, if you want development to be good and effective, if you want to achieve equity and justice, we need organized communities who work together, who mobilize their collective resources, and who are bound together by trust. Just going to mute. And finally, we see community philanthropy. This is a line from the Manifesto for Change that was produced as part of the efforts to shift the power in development. This idea that all kinds of development need to ensure that local, that external funding recognizes, respects, and builds on resources that are already there, and that it doesn't undermine, overlook, or displace them. And in conducting these two studies that will be presented today in Burkina Faso and in DRC, one of the reasons that we were interested in supporting this work in both countries was this feels like a very important and relatively new conversation in Francophone Africa to start to embrace local systems of giving and solidarity, and to consider how they might be better seen and treated in the context of larger conversations about development aid. So Françoise, let me just stop there and hand back to you. That was just a little snapshot from our perspective at the Global Fund. Thank you. Merci beaucoup, Jenny. Donc, Jenny vient de nous montrer, selon le Fonds mondial pour les fondations communautaires, qu'est-ce qu'ils entendent par la philanthropie communautaire. Et ce que moi, j'ai retenu de la présentation, de la courte présentation de Jenny, c'est que la philanthropie communautaire, c'est une philanthropie qui considère d'abord que toutes les communautés ont des ressources, n'est-ce pas? Donc, on n'attend pas que les ressources viennent de quelqu'un ou d'ailleurs, mais c'est vraiment une philosophie qui considère que tout le monde a des ressources, toutes les communautés possèdent des ressources qu'ils peuvent également donc mettre à contribution pour le développement de cette communauté. Et j'aime aussi le fait que cette présentation nous a montré que la philanthropie communautaire, c'est la philanthropie des gens comme vous et moi, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la philanthropie des super riches. De toutes les façons, dans le monde, il n'en existe que 1% de la population qui sont super riches et qui ont de l'argent à ne pas savoir quoi en faire. Mais la philanthropie communautaire, c'est vraiment la philanthropie des gens ordinaires, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup, Jenny, pour cette présentation. Maintenant que nous avons une certaine idée commune de ce qu'on entend par la philanthropie communautaire et nous comprenons qu'elle est différente des autres philanthropies dont nous sommes, dont peut-être que nous connaissons avant, et que nous comprenons aussi que cette conversation, même si elle semble être nouvelle dans l'espace francophone, mais cette communauté, cette philanthropie communautaire a toujours existé. Nous allons donner la parole maintenant aux deux organisations dont je vous ai parlé au début de ce webinaire. Il s'agit du Fonds pour les femmes congolaises, qui est un fonds basé en République démocratique du Congo, et puis à l'initiative Pananitugri pour le bien-être de la femme, qui est basée au Burkina Faso. Et donc, avant de
de leur donner la parole. Non, je vais d'abord donner la parole à William, Micheline William, qui nous vient du Burkina et qui est donc la directrice de l'initiative Pananetugri pour le bien-être de la femme. Elle va nous parler de la recherche que cette organisation a effectuée. Elle va nous donner les résultats et nous allons comprendre quels sont les acteurs, quels sont les sujets qui sont financés au Burkina Faso et bien d'autres choses encore. William, Micheline, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Françoise. Merci beaucoup pour la parole. C'est une grande opportunité pour moi d'être là aujourd'hui, un privilège de parler de la mobilisation des ressources locales, la philanthropie communautaire. Il faut dire que l'initiative Pananetugri pour le bien-être de la femme est une organisation dirigée par des jeunes filles, des jeunes femmes. Nous avons également des hommes. C'est une organisation féministe qui existe depuis 2011 et qui a mis en place en 2020 un fonds, le fonds Pananetugri, qui est le fonds des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ce fonds a pour objectif de collecter et de redistribuer, bien sûr, des ressources à l'endroit des organisations, des groupes dirigés par des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc, le fonds intervient dans les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Je ne vais pas revenir sur la définition de la philanthropie communautaire que le brainstorming a permis de décliner et Guéni également qui est revenu sur cet aspect. Au niveau de IPBF, en 2018, nous avons eu la chance de participer à l'Assemblée annuelle des organisations de philanthropie communautaire en Afrique et où nous étions invités, bien sûr, à prendre connaissance de la philanthropie communautaire. Mais concrètement, on s'est rendu compte que c'est ce que nous pratiquons dans nos pays en termes de dons locaux, des pratiques qui existent depuis la nuit des temps et pratiquées au sein des communautés, au sein des entités et des regroupements pour accompagner, soutenir et aussi redistribuer en interne les ressources afin de soutenir les membres, que ce soit par des activités génératrices de revenus ou des activités de bien-être, de soutien communautaire. Alors, à l'issue de cette rencontre, nous étions 4 organisations que je vais citer. Il y a l'organisation d'appui et d'éveil pour SADA, qui est une organisation de promotion des droits des femmes au niveau du Burkina, l'organisation Association Cri de Cœur pour l'équité et le développement. Il y a une organisation aussi qui accompagne la mobilisation des ressources locales auprès des femmes au niveau communautaire. Il y a également l'organisation Mouniou des femmes, qui est une organisation basée dans le sud-ouest du Burkina, au niveau de Banfora, qui travaille également à la base avec des femmes au niveau local. Donc, ces 4 organisations se sont mises ensemble pour travailler sur la philanthropie communautaire au niveau du Burkina. Et de cette initiative, nous avons mis à réaliser l'étude exploratoire de la philanthropie communautaire au niveau du Burkina. Nous avons participé à la rencontre et l'intérêt que cette thématique nous a suscité nous a amené d'abord à réaliser cette étude de base pour nous éclairer davantage sur la situation de la philanthropie communautaire au niveau du Burkina, l'octroi de dons au niveau local, et puis les différentes entités qui rentrent en compte. Donc, pour l'étude, les résultats que nous avons pu obtenir, nous nous sommes intéressés à la typologie des acteurs de la philanthropie communautaire et à ce niveau, nous avons remarqué qu'il y a des personnes morales, des personnes physiques qui sont des acteurs, les principaux acteurs dans l'octroi des dons. Il y a des parasites, je ne sais pas à quel niveau, si je peux continuer mon intervention, ça n'interfère pas beaucoup. Il y a des micros qui sont ouverts, peut-être qu'on peut les fermer. Oui, nous allons essayer de les fermer. Vous pouvez continuer, William. Oui, merci beaucoup. Donc, les personnes morales, ce sont les organisations, bien sûr, de promotion des droits des filles et des femmes, et aussi des organisations au sein des communautés, que ce soit des groupements ou des associations qui accompagnent au niveau de la mobilisation et de la redistribution des dons au niveau local. Et il y a des personnes physiques également qui sortent voilà, du lot, qui, pour des causes bien précises, arrivent à mobiliser des ressources pour soutenir les personnes ou les entités qui sont dans le besoin. Les acteurs
faisant la donation dans notre contexte, nous avons remarqué également que les entreprises, les organisations, les grandes entreprises, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur des travaux, des bâtiments et aussi dans d'autres entités comme les mines, les secteurs miniers, parce que nous avons eu ce boom-là des entreprises minières au niveau de Burkina. Ces entreprises-là sont imposées ou assujetties à la responsabilité sociale des entreprises et à travers ces fonds qui sont mis de côté, développent diverses initiatives au profit des personnes vulnérables via des organisations qui collectent et redistribuent les ressources. Et pour les personnes ou les bénéficiaires directs de ces dons, il y a d'abord les secteurs qui sont concernés, c'est la santé, l'éducation, qui sont les principaux secteurs en faveur desquels les entreprises et les individus orientent leurs dons. Il y a également les personnes physiques. Nous avons la plupart du temps les enfants, les orphelins qui constituent la principale cible des dons. Les femmes viennent en troisième position et également les aînés, les personnes d'un certain âge. Il y a également les types de ressources. Il y a les dons, bien sûr, en nature, les dons numéraires. Des forces de défense et de sécurité tombées. Le rêve, longtemps nourri par l'association Gofaga, William, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Je pense que l'interférence avait désactivé mon son. Donc, je disais qu'il y a des défis, bien sûr, par rapport à la collecte de ces ressources. La mobilisation, le volume de dons en numéraire n'est pas aussi élevé par rapport aux dons en nature. Les dons pratiqués au niveau du Burkina sont plus des dons en nature. Nous avons vu que ce soit lors de l'inondation que nous avons eue en 2009 ou récemment avec la crise sécuritaire, les appels à mobilisation des dons au niveau local se fait beaucoup d'écho et la plupart des personnes donnent en nature pour soutenir les cibles concernées, mais également à travers les organisations qui mobilisent les ressources ou les organisations, les entités comme les banques, les structures minières ou les entreprises de travaux qui ont des responsabilités et qui dégagent des ressources pour soutenir les dons. À ce niveau, le montant n'est pas aussi élevé que les dons en nature. Les défis, c'est nous avons la pratique traditionnelle des dons au niveau local et aussi avec la modernisation, la mobilisation des organisations ou les structures qui dégagent les ressources à travers les fondations pour donner des dons. Et il faut dire que la culture locale, pour passer à une échelle supérieure dans l'octroi des dons, s'oppose à un défi très, très concret, à savoir le fait de convaincre même les acteurs de la nécessité. Et les inquiétudes qui ressortent à ce niveau, c'est surtout la confiance entre les structures qui mobilisent les ressources et les redistribuent et les acteurs qui sont concernés où cette confiance n'est pas encore totalement établie. Les gens ont besoin de s'assurer que les dons vont essentiellement à l'endroit des bénéficiaires qui sont mis en avant et aussi les cibles, les catégories des personnes à qui ces dons s'adressent. Il y a également les motifs bien sûr, ou les secteurs qui sont concernés par les soutiens qui font que de façon unanime, il y a plusieurs défis à ce niveau par rapport à la mobilisation des ressources locales au niveau du Burkina Faso. Je m'arrête là avant de revenir bien sûr sur d'autres questions en lien avec notre étude. Merci. Merci beaucoup, William, pour cet exposé qui est très concis et qui nous donne l'opportunité de vous poser des questions. Et donc, j'en profite pour dire à tous nos participants et nos participantes de préparer déjà leurs questions parce que nous aurons l'occasion de les poser. Mais rapidement, William, vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs secteurs qui recevaient des dons, des ressources localement.
Mais y a-t-il un ou deux secteurs qui reçoivent plus de dons que d'autres, d'après votre rapport? Wediam? Oui, je pense que... Oui, désolé. Oui, je disais, oui, oui, de tous les secteurs que vous nous avez cités, y a-t-il un ou deux qui reçoivent plus de financement que tous les autres? Oui, la majorité des financements vont au secteur de la santé et de l'éducation. Il faut dire que l'octroi de dons au niveau local parle d'un principe de base de solidarité, de soutien, et c'est souvent face à des cas de santé ou avec les orphelins pour les défis de scolarisation que ces dons sont beaucoup manifestés au niveau des donateurs de ces dons. Donc, nous avons remarqué que la santé et l'éducation sont les principaux secteurs qui mobilisent davantage les dons, parce que ce soit au niveau des personnes physiques qui mobilisent, souvent face à des cas de santé, soit pour des évacuations, soit pour des interventions au niveau national, où les personnes sollicitent le soutien et que ces dons sont mobilisés. Et que ce soit au niveau aussi des organisations qui mobilisent les dons, la plupart des domaines qui sont le plus soutenus sont les domaines de la santé, de l'éducation. Et de plus en plus, avec les questions sécuritaires, nous allons prendre en compte les questions de logement, d'hébergement, parce que la plupart des personnes déplacées internes sont hébergées dans des familles. Et nous avons également, en termes alimentaires ou de domaine de l'habillement, parce que ces personnes ont fui leur localité en laissant tout derrière elles. Donc, ont besoin d'un minimum vital. Et les dons sont orientés essentiellement en lien avec la crise sécuritaire vers l'hébergement, la nourriture, l'habillement. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ediam. Nous aurons l'occasion de revenir à vous, notamment avec les questions des participants. Alors maintenant, je vais me tourner vers la RDC qui a pris également ce même genre de recherche pour comprendre quelles sont les opportunités de la philanthropie communautaire dans ce pays d'Afrique centrale. Et c'est le Fonds pour les femmes congolaises qui a mené ce travail. Alors, pour introduire le travail de ce fonds, nous allons donner la parole à Madame Julienne Lusenge. Donc, elle est la directrice de ce fonds. Elle va introduire le panéliste qui n'est autre que le professeur Bernard Tala qui a travaillé sur cette recherche. Madame Julienne Lusenge, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie d'abord les participants et je remercie aussi Kendi et notre partenaire qui nous a soutenus pour faire cette recherche. Parce que souvent, nous travaillons, les gens pensent que nous-mêmes, nous ne pouvons pas collecter le fonds pour faire des actions humanitaires. Mais avec ce projet, nous voyons que nous pouvons. Il y a des actions qui sont faites, mais qui ne sont pas bien canalisées ou mutualisées. En fait, le Fonds pour les femmes congolaises, c'est un fonds qui a été initié par les femmes congolaises pour soutenir leurs actions sur le terrain. Parce que les petites organisations des femmes n'arrivent pas à accéder au financement. Et donc, nous, comme femmes de la base, nous avons d'abord commencé par cotiser nous-mêmes. Et nous avons initié le fonds et après, nous avons convaincu les bailleurs de fonds pour nous donner le reste pour continuer. Le fonds a déjà donné à ce jour à plus de 585 projets dont nous soutenons à travers la RDC dans plusieurs territoires. On pourrait aussi penser que parce que la RDC connaît de nombreuses crises, que la philanthropie communautaire n'existait pas, mais que nous dépendions entièrement de l'aide au développement. Donc, nous voulons aussi que les gens connaissent ce que nous faisons. Ce n'est pas le cas pour la RDC, donc on ne dépend pas seulement de l'aide extérieure. La RDC a de nombreuses façons propres à notre culture de se soutenir
mutuellement et d'aider la personne ou le groupe suivant. Le professeur Mpassi plutôt, nous en dira plus sur ces découvertes. Nous sommes très heureux de vous présenter les résultats de notre recherche. Merci. Merci beaucoup, Madame Julienne Lusenge. Vous avez compris que c'est la directrice du Fonds pour les femmes congolaises qui a fait ce travail. Et c'est le professeur Bernard Lututsa-Mpassi que j'invite maintenant à nous présenter les résultats de cette recherche. Professeur, vous avez la parole. Professeur Lututala. Oui, merci pour la parole. Je ne sais pas si je me fais entendre. C'est bon? Oui, très bien. Bien, bonjour à tout le monde. Effectivement, il m'a été demandé par le Fonds pour la femme congolaise de mener cette étude. Et le Fonds partait de l'interrogation suivante. Il était question de savoir si les initiatives collectives de réussite et de solidarité, donc entendez les tentatives, etc., constituent une opportunité pour le développement de la culture philanthropique communautaire. Et s'il y avait des actes de générosité prompts à soutenir le développement local et les activités de la femme. Donc, c'était ça les préoccupations du Fonds. Y a-t-il donc cette opportunité de développer ce qui existe déjà en acte de philanthropie communautaire? La réponse, évidemment, c'est oui, mais c'est un oui qui est quelque peu mitigé suite aux nombreux constats qu'on a fait sur le terrain. Alors, qui sont les principaux acteurs? Les principaux acteurs dans ce secteur-là, ce sont les personnes, ce sont des institutions qui initient elles-mêmes des actions philanthropiques et qui en déterminent les bénéficiaires. Ça, c'est une première catégorie. Donc, première catégorie, l'initiative par des philanthropes eux-mêmes, n'est-ce pas, au profit des nécessiteux. Mais il y a également une deuxième catégorie, c'est que les personnes et les institutions nécessiteuses initient des activités de demande, font des demandes aux philanthropes, aux institutions, aux personnes philanthropes, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent être assistées. Donc, vous avez là deux formes, en quelque sorte, de procédure, soit que les initiatives partent des philanthropes eux-mêmes, soit que ça part de la population qui demande, n'est-ce pas, l'assistance de ces personnes philanthropes. Alors, sur le terrain, on a constaté que les personnes, par exemple, philanthropes, sont de tous les âges. Et déjà à 25 ans, on en a trouvé qui sont dans des activités de philanthropie. Et naturellement, ils sont de tous les sexes. Il y a des hommes comme il y a des femmes. Il y a même des endroits, notamment à l'est du pays, où nous avons constaté que les philanthropes femmes sont même un peu plus nombreuses que les philanthropes hommes. Et ça, c'est un résultat intéressant, n'est-ce pas, à constater. Nous nous sommes posé d'ailleurs la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un peu plus de femmes philanthropes telles que nous l'avions défini que des hommes. La réponse est certainement que la femme est un peu plus sensible, c'est une hypothèse, elle est un peu plus sensible au malheur des autres, et elle est un peu plus prête à partager ce qu'elle a comparativement aux hommes qui sont relativement un peu plus égoïstes que les femmes. J'assume ce que je dis là. Alors, qui sont les personnes qui bénéficient de ces actes philanthropiques? C'est toute une série de personnes, mais ce qui a été constaté sur le terrain, c'est que c'est généralement des personnes laissées pour compte. Entendez par là les vieillards, les veuves, les personnes qui sont malades, les femmes qui ont accouché mais qui ne peuvent pas payer les factures et qui sont retenues, n'est-ce pas, dans les maternités parce qu'elles ne peuvent pas payer les factures, les handicapés, vous avez les enfants qui sont abandonnés, vous avez les enfants qui sont malnutris, les enfants orphelins, les enfants nés avec des malformations,
les victimes de violences basées sur les genres, les filles mères, les déplacés de guerre, les prisonniers. Voilà autant de personnes qui sont le plus financées par rapport à cette sensibilisation, plutôt à la philanthropie. Maintenant, quel type de ressources la philanthropie apporte? Il y a une précision très importante, c'est qu'il n'y a pas que l'argent. C'est vrai qu'il y a des appuis financiers, n'est-ce pas, qui sont alloués, mais il n'y a pas que l'argent. À part l'argent qui est donné aux personnes qui en ont besoin, il y a des actions qui sont menées et qui entrent également dans le cadre de la philanthropie, à notre avis. Il y a l'encadrement psychologique des populations qui sont dans la détresse. Et vous avez ça surtout à l'est du pays où il y a des crises, des conflits fonciers, militaires, tout ce que vous voulez, et où il y a beaucoup de personnes qui sont très affectées psychologiquement. Et donc, des actions de philanthropie vont dans le sens de les accompagner pour recouvrer leur dignité qui aura été bafouée. Il y a des travaux de sensibilisation, des activités de sensibilisation qui sont également supportées par les philanthropes. Sensibiliser la population, par exemple, contre tel ou tel fléau, tel ou tel problème qui se pose, n'est-ce pas, pour les engager dans des actions communautaires. Il y a l'appui en biens, n'est-ce pas, et d'autres commodités qui sont apportées, des biens en nature, hein, des vêtements, par exemple, qui sont apportés. Il y a l'accompagnement, la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont pris en charge, à qui on enseigne des emplois, des métiers, pour pouvoir les accompagner, les aider à se réinsérer dans la société. Et quelque chose de très intéressant, ça va même jusqu'à améliorer le milieu dans lequel on vit. Il y a des activités de philanthropes qui ont été dirigées vers là, des travaux d'assainissement, des travaux de réhabilitation, des constructions même, pour que, parce que surtout à l'Est, où des conflits ont conduit à la destruction de milieux, souvent, il faut reconstruire ces milieux-là, il faut réhabiliter les cadres de vie, et donc il y a des activités de la philanthropie qui sont orientées dans ce sens-là. Alors, qui donne, qui ne donne pas? Alors, qui donne, je crois que je l'ai dit, c'est des personnes, des institutions qui sont sensibles au malheur des autres et qui sont un peu interpellées par ce qui se passe dans le milieu. Si vous lisez le rapport, vous vous rendrez compte de comment la population elle-même a décrit, n'est-ce pas, ces genres de personnes qui assistent, qui aident et qui reconnaissent que nous devons tous être égaux, qui reconnaissent que aider les autres, c'est un devoir à la fois moral, un devoir à la fois politique et un devoir d'autant plus important qu'on est dans un pays où les populations sont souvent un peu, peut-être j'exagère un peu, mais un peu abandonnées à elles-mêmes dans certains milieux. Et donc, lorsque ça a été fortement souligné sur le terrain, là où il y a défaillance de l'État, il est important qu'il y ait des philanthropes qui viennent un peu à la rescousse de l'État pour essayer de soulager la misère et la peine de la population. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que les hommes et les femmes politiques ne s'impliquent pas beaucoup dans ce mouvement de philanthropie. Lorsqu'ils s'y impliquent, c'est souvent à la veille des élections, pour aller parler aux futurs électeurs. Alors, ils apportent des dons, ils apportent des petites choses, hein, de la boisson, et de quelques biens de faible importance pour arriver à avoir les voix de la population. Mais ils n'ont pas, je parle des hommes et des femmes politiques, hein, ils n'ont pas pu, on n'a pas trouvé sur le terrain, à quelques exceptions près, hein, il y a toujours des exceptions évidemment, je ne vais pas le citer ici les exceptions, mais il y a quelques exceptions, mais généralement les hommes et les femmes politiques qui, d'après la population, détiennent plus de moyens de vos propos et
détiennent plus de moyens que les autres et devraient être plus présents dans ce secteur-là, dans cet environnement-là, ne font pas ce que la population attend d'eux. Ils trouvent que c'est plutôt faible par rapport aux attentes. Alors, il y a des catégories de personnes, à notre avis, d'après l'étude, qui n'ont pas beaucoup bénéficié des actes de philanthropie. Vous avez, par exemple, les élèves et les étudiants pour leur scolarisation, sauf depuis quelque temps, depuis l'arrivée du président actuel, il y a eu la décision de la gratuité de la formation au niveau primaire, mais au niveau secondaire, au niveau supérieur, il y a des besoins très importants de bénéficier des dons pour pouvoir financer les études dans un pays où le niveau de vie est plutôt précaire. Il y a des malades, surtout dans un contexte où l'assurance maladie est quasiment inexistante. Il y a énormément de personnes qui sont incapables d'avoir accès à des soins de santé et donc qui ont également besoin de ces genres de dons. Il y a une catégorie de la population qui est totalement abandonnée à elle-même, ce sont les paysans dans les milieux ruraux, qui devraient pouvoir bénéficier des actions de philanthropie, notamment pour améliorer leur productivité, mais également pour les aider à évacuer leur production vers les centres pour les commercialiser. Et il y a un secteur qui a beaucoup été soutenu, c'est qu'on pense que la philanthropie ne s'intéresse pas suffisamment à la culture de la paix, parce qu'il faut, dans un pays comme celui-ci, refonder la paix, redonner à la population cette nécessité de vivre ensemble. Et il y a beaucoup d'activités qu'on devrait pouvoir mener pour souder cette cohésion nationale, cette cohésion sociale sur le terrain. Il y a une dynamique qui s'instaure également entre le pouvoir et, je veux dire, entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Il y a quelque chose qu'il faut peut-être rectifier pour l'avenir. Premièrement, il y a un risque d'inféodation de ceux qui reçoivent. Je parlais tout à l'heure des élections. Lorsque les gens viennent avec leurs dons pour un but intéressé, la population se sent inféodée par rapport à eux. Il y a un risque de dépendance, ça a été souligné sur le terrain, un risque d'arriver à une fainéantise, c'est-à-dire que on nous a cité le cas du proverbe chinois, il vaut mieux donner, apprendre à pêcher plutôt qu'à continuer à donner à manger. Donc, il faudrait réorienter la philanthropie vers des activités qui aident la population à plus ou moins long terme à se prendre en charge et non pas à faire en sorte que la population devienne dépendante. Et puis, il y a un risque de détournement de dons. Les institutions qui reçoivent des dons à distribuer aux bénéficiaires. Pardon? Voilà. Je peux continuer? Désolé, oui, professeur, vous pouvez continuer. Il vous reste une minute. Je vais atterrir donc en disant que l'étude, en fait, a montré, oui, il y a de la philanthropie qui se pratique dans nos milieux. 2, que cette philanthropie n'est pas suffisamment importante par rapport aux besoins qui sont dans la société. 3, que celles des personnes ou des personnalités qui devraient vraiment être très actives dans ce secteur de la philanthropie ne le sont pas souvent, sauf quand il s'agit d'aller acheter des consciences, notamment lors des élections. Et 4, qu'il y a tout un travail d'organisation qu'il faut faire pour savoir qui sont plus dans le besoin, où faut-il orienter les aides pour qu'on ne puisse pas donner de l'assistance à des personnes qui n'en ont pas vraiment besoin. Voilà en gros ce que l'étude a révélé et je suis à votre disposition si vous avez des précisions à demander. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour votre exposé. Et j'ai vu que vous avez déjà répondu à certaines questions que personnellement, moi, j'avais.
Et je rappelle encore notre audience, donc les participants, si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire dans le chat. Alors, j'aimerais maintenant que nous puissions donc revenir sur Micheline Williams et bien sûr avec le professeur Lututa là pour faire une sorte de regard croisé. Vous nous avez chacun d'entre vous présenté les résultats de votre recherche et je vois des similitudes, je vois aussi des différences. Par exemple, l'une des similitudes qu'on retrouve et au Burkina et en RDC, c'est ce problème de confiance, n'est-ce pas? William, vous avez parlé de cette crise de conscience et de confiance qui existe auprès des gens qui donnent parce qu'ils ne savent toujours pas comment est-ce que leurs dons sont utilisés. Et professeur Lututa, là, vous en avez également parlé. Alors, avez-vous dans les deux pays constaté des mécanismes pour suivre les dons et pour évaluer un peu comment est-ce que ces dons-là et ces ressources qui sont collectées servent réellement à la population qui en a le plus besoin? Avez-vous constaté cela dans votre recherche? Alors, merci beaucoup pour la question. Merci au professeur pour l'essence de l'étude réalisée et surtout de l'état des lieux des dons locaux au niveau de la RDC. Je dirais qu'en termes d'organisation formelle de redistribution des ressources, la RDC est plus en avance que le Burkina à travers le Fonds des femmes congolaises qui existe depuis des années et sûrement qui dispose de mécanismes. Au niveau du Burkina, nous avons des fonds, des structures qui collectent et redistribuent. Et bien sûr, il y a la question de la redevabilité. Les personnes ou les entreprises qui font ces dons sont intéressées d'avoir des retours sur l'impact de ces dons, sur les actions entreprises. Et en termes de mécanismes, c'est bien sûr de rendre compte, c'est la base. Et au niveau du fonds Panantubri, nous essayons d'impliquer même les acteurs et les actrices, les donateurs et donatrices dans la gestion des fonds pour que cette redevabilité et la transparence puissent renforcer la confiance entre les personnes qui donnent et bien sûr les structures qui gèrent les ressources. Donc, c'est une problématique très, très importante qui intéresse beaucoup les structures et ça joue un grand rôle dans le mécanisme de mobilisation et de redistribution. Il y a des personnes qui ont arrêté, qui ont manifesté vraiment leur mécontentement parce que par rapport aux ressources mobilisées, aux actions réalisées, elles n'étaient pas satisfaites ou elles n'ont pas eu suffisamment de retour par rapport à ce qui a été fait. Donc, nous prenons en compte cette dimension qui est très, très importante dans le cadre de renforcer la confiance entre les personnes qui donnent et bien sûr les organisations qui sont des canaux de transmission de ces dons aux personnes ou aux entités bénéficiaires. Merci beaucoup, William. Professeur Lututa, est-ce que vous avez des exemples des mécanismes qui sont mis en place par la communauté pour suivre ces dons et puis évaluer leur impact auprès des personnes concernées? Bon, des mécanismes existent, pas vraiment. Ce qu'on a constaté sur le terrain, ce sont des recommandations qui ont été faites dans ce sens-là. Les personnes et les institutions qui ont été contactées ont recommandé que l'on puisse avoir une structure qui canalise le mieux possible ces aides. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que tout philanthrope qui se réveille se dise, bon, à partir de maintenant, je vais pouvoir assister telle catégorie de personnes. Il faudrait quand même qu'il y ait une structure qui l'oriente vers où éventuellement orienter l'aide et avoir en même temps une sorte de base de données des personnes ou des institutions qui ont le plus besoin de l'aide communautaire. Parce que sinon, il y aura ce qui a été souligné, un risque de concentration des aides dans certains secteurs et d'abandon pour les autres secteurs qui en ont plutôt besoin. Mais le problème, c'est cela. Quelle devrait être cette structure-là? Est-ce que c'est une structure étatique qui doit le faire ou plutôt les fonds pour la femme congolaise devraient
s'impliquer dans ces secteurs-là pour pouvoir, comment dirais-je, orienter toute l'aide qui est en train d'arriver. Ça, c'est une question qui reste à explorer pour l'avenir. Merci beaucoup, professeur. Une autre question qui me vient des deux exposés que vous avez faits, William et vous, c'est celui de voir que la plupart des philanthropes que nous avons dans nos communautés, en tout cas dans les deux pays, financent plus des sujets en rapport avec les crises, n'est-ce pas, avec les personnes vulnérables et tout ça. William, est-ce que vous avez constaté une opportunité pour emmener ces philanthropes vers d'autres sujets qui méritent également l'attention? Le prof Loututal a parlé de la culture de la paix, mais nous pouvons aussi parler du développement, nous pouvons parler de la sécurité alimentaire, de la lutte contre les effets de changement climatique, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une opportunité pour emmener ces philanthropes sur d'autres terrains? Alors, au niveau du Burkina Faso, nous vivons une crise assez récente, je dirais, parce que c'est depuis 2015 que le Burkina fait face à cette question d'insécurité et qui mobilise toute l'attention des acteurs, des actrices et qui fait que difficilement, parce qu'on a ce déplacement massif de personnes au sein même de la population et avec de forts défis sécuritaires et aussi des besoins qui ne sont pas totalement couverts parce que ça s'est généralisé. Il faut dire que c'est les deux principales villes seulement qui ne sont pas touchées par cette question. À moins de 100 km, nous vivons cette insécurité. Et du coup, c'est difficile d'orienter l'attention. Mais en même temps, je trouve que c'est une prise en charge holistique puisque nous, au niveau de IPBF, l'année dernière, nous avons réalisé un plaidoyer en faveur de l'éducation des filles en situation de crise sécuritaire et bien sûr qui prend en compte le volet éducation. Donc, en plus de l'éducation, il y a les questions de santé et les acteurs humanitaires s'évertuent à ce qu'il y ait des offres de soins sur les sites de personnes déplacées internes, des populations d'accueil où on augmente bien sûr les centres de prise en charge. Et en plus de cela, il y a la question d'hébergement, la question d'alimentation, voilà, d'habillement et tout le reste. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ce n'est pas focus sur quelques secteurs, mais en même temps, on prend en compte plusieurs autres secteurs tels que l'éducation, la santé et en plus du logement, de l'hébergement sur place. Et je peux ajouter également qu'au niveau de IPBF, nous travaillons avec d'autres structures, bien sûr, au niveau local, de promotion des droits des femmes à influencer l'aide humanitaire. Parce que de prime abord, l'aide est orientée vers l'hébergement des personnes, l'alimentation et tout, mais la question de violence qui tourne autour même des défis, qui font partie des défis de ces personnes-là, n'étaient pas totalement prises en compte. Mais de plus en plus, avec les acteurs humanitaires, on intègre la question de prise en charge des cas de violence, mais aussi de la prévention, parce qu'il ne suffit pas de prendre en charge, il faut travailler en amont à prévenir cette violence, à éviter que cette violence arrive. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas de violence et les interventions actuellement prennent en compte des stratégies pour adresser cette violence-là, surtout sensibiliser en amont, mais également outiller aussi les personnes déplacées internes à pouvoir dénoncer, mais également s'adresser à des structures spécifiques de prise en charge de cette violence-là. Désolé, oui. Donc, voilà, nous arrivons tant bien que mal à adresser d'autres questions en dehors, bien sûr, des besoins de base dans le cadre de l'orientation des dons au niveau local. La même question pour le professeur Loututal. Y a-t-il une opportunité d'amener les philanthropes que vous avez trouvés vers des nouveaux terrains, des terrains un peu qu'ils n'exploitent pas pour le moment? Et cette question, je la pose vraiment vraiment pour comprendre que
Nous sommes dans une période où nous avons, par exemple, la fermeture de l'espace civique. Nous voyons que dans la plupart de nos pays, que ce soit francophones ou ailleurs en Afrique, il y a tendance à légiférer pour que les organisations ne puissent pas entrer sur certains terrains. Il y a il y a donc un regard un peu plus poussé sur d'où viennent les financements, surtout les financements pour des organisations qui travaillent sur les droits humains, ce genre de choses. Est-ce que nous avons cette possibilité de montrer que ces problèmes existent dans notre communauté? Droits humains, violences domestiques, hygiène et assainissement, tous ces problèmes-là existent dans nos communautés et que nous pouvons aussi trouver des ressources dans nos communautés pour répondre à ces défis. Oui, je pense que j'ai souligné tout à l'heure que la philanthropie communautaire, en tout cas en RDC, ne se limite pas qu'à des secteurs qui sont souvent privilégiés. J'ai déjà cité des secteurs dans lesquels ils sont attendus, les philanthropes, pour intervenir. Je parlais de la construction de la paix, je parlais de violences basées sur les genres, je parlais de la viabilisation des milieux, l'assainissement des milieux de vie. Ce qu'il faut souligner à ce niveau ici, c'est que pour les personnes qui ont été rencontrées sur le terrain, la philanthropie vient en quelque sorte au secours d'une population qui est un tout petit peu abandonnée par l'État. Et donc, si on comprend ça comme ça veut dire que presque tous les secteurs de la vie nationale, les philanthropes peuvent y travailler, quitte à obtenir évidemment des autorisations de l'État pour pouvoir mener leurs activités dans ce secteur-là. Et je crois que ça, ce n'est pas du tout interdit, au contraire. L'État ne peut que aider, encourager ce genre d'initiatives qui viennent le compléter, entre guillemets, là où il est défaillant quelque part. Et donc, je crois que le chemin est ouvert. Beaucoup d'autres secteurs devraient pouvoir être couverts, si pas tous les secteurs peuvent être couverts par les philanthropes. Merci beaucoup, professeur. Merci, William Mifflin. Je regarde dans le chat pour voir si nous avons d'autres questions. Je vois Liliane qui dit « Merci pour ces interventions riches. Une question. Est-ce que l'aide qui est donnée au niveau de famille est également comptée dans la philanthropie communautaire ou est-ce que cette philanthropie est limitée aux activités des individus non identifiés? Est-ce que quand on paye les études d'un neveu, d'un cousin, d'une sœur, est-ce que cela peut être également comptabilisé dans la philanthropie communautaire? Ça, c'est la question de Liliane. Alors, une autre question. Vous parlez de dynamique entre les donateurs nationaux et les organisations, mais qu'en est-il de la dynamique interne au sein des communautés? Je pense que je vais prendre la suite de la question, je vais la retrouver rapidement. Donc, qu'en est-il de la dynamique interne au sein des communautés elles-mêmes qui décident donc de répondre aux différents besoins, soit aux besoins à court terme ou plutôt à des besoins à long terme. Donc, voilà deux questions. William, professeur Lututa, est-ce que vous avez une réponse par rapport à ces deux questions que nous venons de recevoir? Ok, je peux peut-être commencer, William va me compléter. Je commencerai en disant, est-ce que l'aide qui est donnée au niveau des familles peut être considérée comme étant de la philanthropie communautaire? Souvent, quand il s'agit de cette aide-là, on parle de solidarité familiale. Dans les jargons sociologiques et tout ça, ça c'est de la solidarité familiale. On peut l'appeler philanthropie familiale, etc. Ici, nous parlons d'une communauté, je pense, beaucoup plus vaste. Si j'ai bien compris d'ailleurs la présentation qui a été faite tout à l'heure sur la définition de la philanthropie communautaire, on est en face d'une communauté plus large que la famille. Quand on se rabat sur la famille,
Je crois qu'on peut à ce moment-là parler de philanthropie familiale ou solidarité familiale. Mais attention, il ne faudrait pas que le mot solidarité, parce qu'il y a des études qui ont montré que la solidarité familiale en Afrique a été souvent confondue avec le parasitisme familial. Et on a pensé que ces concepts n'étaient pas bons. Ce n'est pas du parasitisme, c'est une assistance qu'on apporte, que ceux qui ont un peu plus de moyens apportent à ceux qui n'en ont pas, pour arriver à faire en sorte que la famille puisse le mieux que possible se prendre en charge. Et donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Pour ce qui est de la dynamique interne au sein des communautés, oui, je crois que quand je présentais, j'ai dit que le Fonds pour la femme congolaise était parti justement de cette préoccupation-là. C'est-à-dire, est-ce que toutes les dynamiques qu'on observe au niveau des communautés, tous les tontines, les makelemba, les tout ça, est-ce que ces dynamiques-là, ces formes d'organisation familiale, d'assistance communautaire peuvent être développées pour rentrer dans les cadres justement de la philanthropie communautaire? Et je vous ai dit que la réponse est oui, mais maintenant je voudrais ajouter une nuance qui est sortie du terrain, c'est oui, les tontines, les makembele peuvent devenir des institutions philanthropiques, à condition cependant que dans leur statut, cela soit clairement dit. Parce que si ce n'est pas clairement dit, par définition, les tontines sont là pour aider les membres, les personnes qui en sont membres. Donc, toutes les activités qu'ils mènent, c'est au profit des membres des tontines. Maintenant, pour que ça puisse sortir de ce cadre-là et aller au-delà des membres des tontines, il faudra que ce soit inscrit dans les statuts, sinon ça devient quasiment impossible que les tontines entrent dans le domaine de la philanthropie communautaire. Alors, William Micheline, vous avez aussi la parole pour répondre à ces deux questions. Merci beaucoup, Françoise. Je pense que le professeur a déjà donné des éléments de réponse. Je peux juste ajouter que la philanthropie se pratique à des paliers différents. Et comme il l'a dit, dans le noyau familial, au sein d'une communauté et aussi au sein d'entités comme les tontines qui sont pratiquées. Parce que le don local, c'est vrai que dans le cadre de la tontine ou des groupements d'intérêt économique comme les GIE, les groupements de femmes, comme on a couramment connaissance. Le don, c'est au niveau interne entre les membres de ces organisations, de ces groupes, et que ça ne profite pas à d'autres membres de la société, mais c'est différentes catégories de dons que nous connaissons au niveau local et qui aident beaucoup, qui soutiennent beaucoup dans la société. On dira que depuis d'abord dans nos communautés, au niveau social, que ce soit pour chez nous au Burkina, par exemple, pour cultiver un champ pendant la saison pluvieuse, on fait appel aux membres de la communauté pour le champ d'une personne aujourd'hui et demain, on passe à une autre personne. Ce sont des soutiens communautaires qui aident beaucoup la société et ça aide beaucoup, par exemple, pour des veuves, des personnes qui n'ont pas de soutien, qui peuvent obtenir de l'aide au sein de la société pour pouvoir s'en sortir par rapport à telle ou telle situation. Donc, c'est juste pour compléter ce que le professeur a dit. Et c'est juste des catégories de dons qui peuvent caractériser le don au niveau au local. Et la deuxième question, William, c'était par rapport à la dynamique interne au sein des communautés. Par exemple, quand il y a ces ressources sont collectées, qui décide, par exemple, que les victimes de telle attaque ont la priorité pour trouver un logement par rapport aux orphelins, par exemple, qui doivent rentrer à l'école? Quelles sont les dynamiques que vous avez observées au sein même des communautés? Il faut dire qu'il y a plusieurs dynamiques qui se croisent parce qu'il y a l'organisation même au niveau local, au niveau de la communauté. Il y a les interventions de l'État. L'État n'est pas en marge de tout ce processus. Nous avons fait le plaidoyer, par exemple, dans le cadre de l'éducation ou au niveau décentralisé. On essaie de trouver, que ce soit des sites en période ou des établissements
une dynamique en tout cas pour permettre à ce que les élèves déplacés internes qui arrivent sur un site donné et qui augmentent le nombre, bien sûr, d'enfants à scolariser puissent bénéficier d'autres formes de structures qui puissent prendre en compte leur scolarité. Ce n'est pas évident, ce n'est pas couvert, mais nous avons observé aussi des initiatives au niveau local pour pouvoir accompagner. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, des enseignants ont pris l'initiative au niveau communautaire d'avoir des salles de classe au niveau de leur domicile ou au niveau de sites bien précis pour scolariser les enfants qui sont arrivés et qui n'ont pas pu intégrer le système scolaire. Il y a des organisations comme Plan International au niveau du Burkina qui a développé un système de scolarisation accélérée pour les enfants qui sont déplacés internes, pour les permettre en un temps court de rattraper leur scolarité et de ne pas suivre le système formel. Donc, il y a plusieurs initiatives au niveau local, et que ce soit au niveau de la communauté, au niveau des acteurs, des organisations, ou des acteurs humanitaires ou au niveau étatique également, pour accompagner toute cette dynamique-là, pour soutenir les besoins qui émergent au sein des communautés. Merci beaucoup, William. Nous avons trouvé quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Nous avons encore reçu dans le chat une question. C'est Daniel qui demandait, le terme philanthropie est très occidental. Dans nos différents pays, comment est-ce qu'on peut appeler cette philanthropie? Et j'ai vu des gens dire groupe d'épargne et crédit. J'ai entendu le professeur parler de cantine et même d'assistance familiale, etc. Alors, voilà, nous venons un peu de faire le tour de la recherche du Burkina Faso et de la RDC. J'en profite pour vous dire que les deux rapports complets sont en ligne et disponibles. Je pense que Jenny va mettre les liens dans le chat pour ceux qui aimeraient les télécharger, les lire calmement. Et pendant ce temps, je vais prendre une autre question. Et la question est celle-ci. Que faudra-t-il pour que la philanthropie communautaire devienne une stratégie à long terme pour le développement communautaire au Burkina et en RDC? Au Kenya, par exemple, où il existe une fondation communautaire, cette philanthropie, cette forme de philanthropie s'est développée depuis 25 ans. Une minute. Elle a constitué un fonds de dotation composé de donateurs locaux, communautés, classes moyennes, entreprises et de sources de financement international. Et c'est une voie de premier plan pour le développement piloté par les communautés. Donc ça, c'est un exemple que Jenny a partagé au Kenya. Ça fait 25 ans que ça existe et ça marche très bien. Et qu'est-ce qu'il faudra pour que ceci devienne une stratégie à long terme au Burkina et en RDC, que chaque fois qu'il y a un problème, que la communauté elle-même puisse regarder rapidement quelles sont les ressources qu'elle peut mobiliser pour répondre à ses propres besoins. William, vous avez la parole, professeur de tout ça. Merci beaucoup, Françoise. Merci pour la question. Effectivement, c'est une très bonne question, une question pertinente. Et au niveau du Burkina, comme je l'ai tantôt expliqué, les 4 organisations qui ont pu prendre connaissance de la dynamique de la philanthropie communautaire au niveau international et régional sont en train de travailler à mettre en place aussi, à travers l'exemple réussi que nous avons pu observer au Kenya, avec le fonds KFDC et au niveau du Congo également avec le fonds des femmes congolaises. L'initiative, c'est de pouvoir mettre en place une fondation communautaire au niveau du Burkina. Parce que la dynamique ici, on a remarqué bien sûr au niveau local, à petite échelle, on a plusieurs initiatives de dons local, de philanthropie communautaire. Mais comment faire le passage à l'échelle et avoir une structure capable de mobiliser davantage de ressources avec un système formel d'octroi des dons et qui puisse toucher les personnes qui ont le plus besoin. Donc, c'est dans ce cadre que cette fondation communautaire est en cours de réflexion et de mise en place afin de fédérer les initiatives qui existent et surtout les ressources assez conséquentes pour pouvoir soutenir davantage les acteurs et les bénéficiaires au niveau local. Donc, voilà un peu la situation au niveau du Burkina.
cette structure n'existe pas encore et elle a beaucoup de réflexion pour la mise en place. Merci beaucoup, Ediam. Professeur, vous avez 2 minutes. OK, alors en RDC, la question a été posée pendant l'étude et il ressort de réponse que ce qu'il faut faire, c'est développer une culture de la philanthropie dans notre société. Il faut que ce concept de philanthropie devienne quelque chose que la population s'approprie et qu'on puisse mettre cela en pratique. Aujourd'hui, on en parle. D'ailleurs, on a tendance à confondre la philanthropie avec les aides qui viennent des institutions internationales, la Banque mondiale et tout ce que vous voulez là. Mais il y a un travail à faire, un travail de sensibilisation qu'il faut faire, mais également un travail de formation. Et dans l'étude, ça a même été très bien dit. La sensibilisation peut se faire dans les églises, ça doit se faire par l'État, ça doit se faire au sein des communautés elles-mêmes pour leur expliquer pourquoi la philanthropie communautaire est importante. Et ils sont même allés jusqu'à enseigner à l'école. Il faut que déjà à l'école primaire, secondaire, que les élèves puissent apprendre c'est quoi la philanthropie communautaire, comment faut-il la développer, la pratiquer, etc., pour qu'ils grandissent avec ça. Et s'ils grandissent avec ça, le jour où ils auront des moyens qu'ils peuvent partager au sein de la communauté, ben, ils vont le faire. Mais s'ils ne grandissent pas avec cet état d'esprit-là, ça va être très difficile de vraiment faire en sorte que la philanthropie puisse, permettez le mot, prendre dans nos sociétés. Donc, voilà, sensibilisation, formation dans les écoles, dans les églises, au sein des communautés, pour qu'on développe une culture de la philanthropie. Merci beaucoup, professeur. Et je vois ça qui, certainement, en réponse à la question sur comment est-ce que vous dites philanthropie chez vous, dans votre pays, qui parle de solidarité et générosité, et il dit combien c'est important pour nos communautés. Alors, nous allons avancer et surtout connecter tout ce que nous avons dit pour l'Afrique francophone, mais connecter cela à des conversations un peu plus globales, n'est-ce pas? Et là, nous allons donner la parole à Rouguetou qui nous vient de Trust Africa, qui est une organisation donc panafricaine qui travaille avec les organisations de justice sociale. Et à Rouguetou, nous allons poser la question de savoir est-ce que Trust Africa, qui soutient les organisations de la société civile, a déjà commencé à réfléchir sur ces questions de fondation communautaire. Nous avons entendu que ce soit William au Burkina Faso, que ce soit le professeur Lututa là, qui nous a parlé un peu des dynamiques qui existent. Par exemple, ils nous ont parlé des politiciens, de certaines personnes qui vont donc profiter de cette possibilité de don pour un peu également, comment dire, qui vont profiter donc de ce besoin de dons ou des ressources qu'ils mobilisent pour pouvoir changer la dynamique de pouvoir qui existe dans la communauté. Alors, vous, au niveau de Trust Africa, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir sur ces choses-là? Merci beaucoup, Françoise. Et merci au professeur Lututala. Merci à Michel pour ces pertinentes présentations. Vraiment, nous avons été bien régalés de toutes ces contributions que vous avez eu à faire. S'il vous plaît, confirmez si vous m'entendez bien. Ça va, on Oui, très bien, oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, Françoise, je vais déjà commencer par faire une petite présentation de Trust Africa pour ceux qui auraient besoin de plus de présentation. Donc, Trust Africa est une organisation philanthropique panafricaine qui a été créée depuis 2006 et nous cherchons à renforcer les initiatives africaines visant à remédier aux défis les plus complexes auxquels le continent est confronté. Donc, en favorisant l'entreprise africaine pour atteindre une prospérité largement partagée, mais aussi en cultivant l'utilisation des ressources africaines
pour la démocratie et le développement. Donc, ça, c'est un point très important. Et nous opérons essentiellement à travers des accords de collaboration et de partenariat avec des institutions et donateurs qui partagent les mêmes points de vue et les mêmes idéaux que nous. Donc, à travers nos trois domaines d'intervention, qui sont d'abord la philanthropie africaine, le développement équitable et aussi la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, Françoise, je vais commencer par dire aussi que la création de Trust Africa est en soi un acte de décolonisation et qu'il y avait en fait un besoin d'une institution africaine qui soit gérée par des Africains qui travaillent sur un agenda africain. Donc, c'est le but qui nous a mené à créer Trust Africa. Et depuis lors, nous travaillons sur ces aspects que je viens de citer. Et pour répondre à ta question, oui, en effet, nous travaillons sur les questions philanthropiques en général. Donc, particulièrement, pas plus tard que ce matin, nous avons fait la réunion de restitution sur du rapport d'un projet sur lequel nous travaillons qui cherche à renforcer la philanthropie, l'écosystème de support à la philanthropie. Donc, ce fut très intéressant et nous avons eu beaucoup de contributions de la part des participants. Et depuis lors, depuis quelques mois, nous travaillons en général, comme j'ai dit, sur la philanthropie. Et je vais d'abord commencer par dire que pour ce qui concerne la philanthropie communautaire, nous incitons en fait les organisations, mais aussi les populations à connaître beaucoup plus qu'est-ce que la philanthropie en Afrique, qu'est-ce que l'on entend par la philanthropie africaine. La question s'est posée à savoir qu'est-ce que l'Africain entend par philanthropie. J'ai entendu parler des tontines, des contributions au niveau de la communauté. Donc, beaucoup de pratiques se font qui ne ressemblent pas exactement à ce que l'occidental nous a imposé comme étant la définition de la philanthropie. Donc, nous essayons en fait de décoloniser la compréhension de la philanthropie africaine. Déjà, la décolonisation des récits. Donc, nous explorons et interrogeons aussi la terminologie autour des changements qui doivent se produire dans la philanthropie et par rapport à son rôle et son pouvoir particulièrement par rapport à la façon dont la philanthropie internationale s'engage en Afrique. Parce que là, il est question de faire marcher la philanthropie locale, la philanthropie communautaire, donc, et faire moins recours aux aides internationales, aux aides externes. Aussi, nous travaillons sur le fait de décoloniser en fait les rapports, parce que les rapports entre les organisations d'appui qui viennent du Nord et aussi avec les organisations locales. Là, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur le fait d'aplanir les dynamiques de pouvoir, parce que la philanthropie, en d'autres termes, la solidarité, c'est en général, en fait, en général, mais aussi la philanthropie communautaire, donc en particulier, consiste surtout à s'assurer du bien-être de son prochain. Donc, dans de nombreux cas, cette forme de philanthropie est de nature très horizontale. Donc, elle ne perpétue pas des relations de pouvoir définies et nous pensons que c'est quelque chose qui doit marcher. Parce que quand tout le monde se met à contribuer de sa poche, après, notre façon africaine de le faire, personne ne sait qui a fait quoi, mais à la fin, nous nous regroupons et nous nous retrouvons avec en mobilisant de très grosses sommes pour faire face à de très grosses œuvres. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi à encourager. Enfin, nous travaillons aussi à décoloniser les espaces et les communautés philanthropiques.
en ce qui concerne, en transcendant en fait les barrières linguistiques, l'anglophone, francophone. Nous savons tous qu'il y a une différence entre la philanthropie communautaire dans les pays anglophones et aussi dans les pays francophones. Mais en même temps, il y a des différences entre chaque pays, comme on l'a montré tout à l'heure avec le Congo et le Burkina. Il y a des différences, il y a des points qui se ressemblent, mais aussi il y a des différences. Donc, nous travaillons à en fait transcender les barrières pour aller au-delà de ce que nous voyons et à travers ces barrières, transcender les barrières linguistiques, transcender aussi les barrières religieuses, les barrières politiques et à former une véritable communauté philanthropique. Donc, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous en ce qui concerne le travail de Fast Africa français. Et ça, c'était vraiment une bonne façon de conclure ce webinaire, de nous parler de comment est-ce que la philanthropie communautaire a aussi ce rôle de changer le dynamisme de pouvoir, que ça ne soit pas toujours du nord vers le sud, mais que ça soit du sud au sud, parce que c'est dans les mêmes communautés que nous mobilisons ces ressources et dans ces mêmes communautés que nous avons le pouvoir de décider qu'est-ce que nous faisons de ces ressources. Je pense que ce n'était qu'une première conversation aujourd'hui pour lancer des idées sur les possibilités que nous avons en Afrique francophone. Je vois une question où on nous demandait est-ce que les institutions religieuses ont également un rôle dans la philanthropie communautaire? Je pense que je vais dire oui. D'ailleurs, la présentation de William nous a montré qu'il y avait des entreprises locales qui peuvent contribuer dans le cadre d'une philosophie, philanthropie communautaire. Il y a les personnes morales, il y a également des individus. Je pense que nous avons également eu à recevoir l'expérience de la RDC qui nous a montré également que les institutions, les personnes morales, parmi lesquelles je compte les institutions religieuses, pouvaient également faire partie de la philanthropie locale. Alors pour moi, c'est l'occasion de remercier d'abord tous nos panélistes qui nous ont partagé toutes ces connaissances. Vous remercier également vous, chers participants et participantes à ce webinaire. Et surtout, un tout grand merci aux organisations qui ont permis que nous puissions organiser ce webinaire. Donc, il s'agit du Fonds mondial pour les fondations communautaires, du Fonds pour les femmes congolaises, de l'initiative Panané-Tougré pour le bien-être de la femme, qui est au Burkina Faso, de Trust Africa, de Wings et de plein d'autres organisations qui sont connectées aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup et gardons contact, continuons à creuser cette question de comment mobiliser les ressources locales pour nos besoins locaux. Merci et à très vite. Merci beaucoup. Merci aussi Françoise pour la modération. Merci. Merci à tous. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Take care. Merci. Merci à tous.